Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux les présidents de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, et coordonnateur de l'AETA, Jérôme Bosso, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bienvenue, une fois de plus et bonne année. Merci, bonne année, merci d'être reçu dans ce beau cadre d'actualité.cd. Alors, 2022, c'est l'année préélectorale. Est-ce que le pays a fait ce qu'il faut pour aller aux élections en 2023? Je dirais oui et non. Oui, il y a la volonté qu'on puisse aller aux élections en 2023 parce que cette volonté est portée, il y a trois porteurs de cette volonté. Il y a porteur politique qui est le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui manifeste volontairement sa détermination à ce qu'on puisse aller aux élections dans le délai constitutionnel. Il y a aussi l'autre volonté, c'est porteur technique, c'est la Commission électorale nationale indépendante avec le nouveau leadership actuel que nous avons, qui montre aussi sa volonté d'aller aux élections en 2023. Il y a troisième porteur de cette volonté d'aller aux élections, c'est porteur social, les acteurs, les organisations de la société civile, l'opinion congolaise, tout le monde est déterminé à ce qu'on puisse aller aux élections en 2023 pour que 2023 puisse être une année électorale différente de 2006, de 2011 et de 2018 du point de vue respect du délai constitutionnel. Mais est-ce que partant de ces trois porteurs, comme vous les dites, pour aller aux élections, est-ce qu'on peut dire que la République démocratique du Congo est prête pour les élections de 2023? Elle est prête, tout comme elle n'est pas prête. Elle est prête du point de vue narratif, du point de vue déclaration, du point de vue déclaration d'intention d'aller aux élections. Mais du point de vue organisationnel, du point de vue planificationnel et du point de vue réel sur terrain, on voit que il y a vraiment un fossé entre ce qu'on dit et ce qui doit se faire. Il y a un fossé dans le chef des acteurs politiques. Parlant de réformes électorales opérées jusqu'ici, beaucoup de composantes ont dénoncé les manques de consensus, mais aussi le renforcement de la politisation de la Commission électorale nationale indépendante, notamment avec le deuxième vice-président en tant qu'expert électoral. Quel regard portez-vous sur l'actuelle Commission électorale nationale indépendante? L'actuelle Commission électorale nationale indépendante, c'est une nouvelle c'est une institution dont les animateurs viennent d'être désignés au regard de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la balle était envoyée dans les composantes qui devaient envoyer les animateurs au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Mais le débat de la politisation ou des animateurs, ainsi de suite, ça n'a toujours pas manqué. Mais l'essentiel est que quand quelqu'un est désigné président de la CENI, quand quelqu'un est choisi comme secrétaire exécutif national de la CENI, ces gens vont se dépasser du point de vue des actes qu'ils vont poser. Et partant des actes qu'ils ont posés, et ça va faire la différence, le net distinguo entre le procès d'intention qu'on est en train de les coller et le travail sur le terrain. Et nous verrons un peu plus loin du point de vue planification et ainsi de suite, c'est que l'actuel nouveau leadership est en train de la CENI est en train de faire. Et nous pensons que c'est un débat qui vient toujours, mais c'est un débat qui va être contredit par le fait réel pour les actes posés par le nouveau leadership de la CENI. Parce que l'ancien leadership de la CENI, nous savons, l'ancien leadership de la CENI était caractérisé par le déficit de confiance. Les gens n'avaient plus confiance ni aux animateurs de la CENI des élections de 2018, ni l'institution elle-même CENI. Il y avait déficit de confiance. Il y avait méfiance totale. Et par conséquent, le résultat était contesté à tout point de vue, à chaque niveau. Et le comportement même des animateurs de la CENI de 2018, leur comportement ne rassurait même pas les parties prenantes au procès électoral. Et c'est pourquoi nous avons dit, avec cette nouvelle équipe qui vient d'être mise sur pied, malgré tous ces coups qu'on lui donne par-ci par-là, nous devons l'encadrer de sorte que cette nouvelle équipe puisse reconstruire la confiance. Mais êtes-vous sûr qu'avec cette nouvelle CENI, les débats autour de la dépolitisation de la CENI pourraient être contredits comme vous l'avez dit tantôt? Par les actes, c'est là où nous l'invitons. Moi, je ne cesse d'inviter la nouvelle équipe, le nouveau leadership de la CENI qui est incarné par M. Denis Kadima, avec toute son équipe, de s'investir à poser des actes dans la transparence. Parce que c'est la transparence qui rassure
La gouvernance électorale consensuelle et concertée entre le nouveau leadership de la CENI et les parties prenantes. La transparence consisterait aussi en échange d'informations, parce qu'on doit faire les élections, cette fois-ci, avec les Congolais, et pas pour les Congolais. En faisant les élections avec les Congolais et les Congolaises, avec la CENI comme organisme de gestion électorale, là, ça va renaître, ça va construire la confiance. Et nous pensons, on reconnaît le maçon au pied du mur, parce qu'on ne peut pas dire tel est maçon quand il se débrouille, quand il se promène, mais quand on le voit au pied du mur, la façon dont il pose les briques, nous pensons que ça peut contredire. On va quitter de cette zone de scepticisme pour aller dans la zone d'être optimiste à l'avenir des élections, à l'avenir du rendez-vous de 2023. Mais comment expliquez-vous ces paradigmes, les élections pour les Congolais, les élections avec le Congolais? Les élections pour les Congolais, on a toujours fait les élections, on les a fait pour les Congolais. Parce que c'était la CENI, le partenaire technique et financier et d'autres parties prenantes qui intervenaient pour dicter des choses qui n'avaient rien à voir avec l'opinion générale, avec d'autres parties prenantes, qui est la population, les électeurs et les autres. Parce qu'ils le faisaient pour les Congolais. Mais cette fois-ci, nous voulons que les Congolais puissent s'approprient de la gestion des opérations électorales, s'approprient dans le contrôle, dans l'observation, à court terme, dans le déploiement des témoins de partis politiques dans des bureaux de vote, dans la publication des résultats bureaux de vote par bureau de vote, ce qui n'a pas été le cas lors des élections de 2018-19. Ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, le Congolais, les acteurs, l'opinion accepteraient le résultat parce qu'il est témoin. Et là, ça va vraiment agrandir, ça va accroître la confiance, même dans les résultats qui allaient être publiés. Et c'est pourquoi on le fait, quand je suis avec vous, on fait l'émission avec vous, vous ne le faites pas pour moi, mais nous le faisons ensemble. En faisant ensemble, on verra là où il y aura des dérapages. Je vais de poser la question de savoir les 3 précédents cycles qui ont été organisés ici en République démocratique du Congo ont été faits pour le Congolais ou avec les Congolais? Non, ce sont des cycles qui ont été faits pour les Congolais, pas avec les Congolais. Non, les Congolais est exclus. Les Congolais étaient exclus. Imaginez-vous pour venir. Les Congolais voulaient pour qu'on puisse, quand nous sommes sortis du dialogue intercongolais de Sun City, nous avons levé l'option qu'on devait commencer les élections par les locales, les municipales, et ainsi de suite. Ça n'a pas été. Qui a dicté? C'est les partenaires techniques et financiers. La communauté dit non, c'est nous qui donnons l'argent. Vous ne devez pas passer par local et municipal. Commencez par l'élection présidentielle. Nous devons voir le répondant qui est président de la République. Parce que ce sont eux qui ont apporté l'argent et on a mis la croix sur les élections locales et municipales. Le premier cycle, le deuxième cycle, la même chose. Le troisième cycle, la même chose. Et maintenant, nous disons que parce que c'est nous-mêmes, nous faisons les élections pour les Congolais, nous faisons les élections avec les Congolais, non pour les Congolais, et nous devons dicter l'architecture planificationnelle, organisationnelle des élections de 2023. Alors, la question qui se pose actuellement, c'est aussi le retard accumulé dans le préparatif des élections. La Commission électorale nationale indépendante installée n'a pas toujours présenté son plan d'action. Cela ne risque-t-il pas de pousser à un glissement? Vous savez, madame, que pas vous poser une question très fondamentale. Vous savez, dans toute chose, il faut la planification. Il faut planifier. La planification, c'est ce que nous appelons boussole pour un pilote. Un pilote ne peut pas décoller sans boussole. Vous allez décoller comment? Comment vous allez respecter repérer les 4 points cardinaux? Donc ici, nous avons un problème sérieux de planification. Nous avons un grand retard. Vous avez posé la question. Est-ce qu'on ira aux élections 2023? J'ai dit oui et non. Oui et non. Non, parce que le gouvernement, qui devait avoir déjà une planification incitative ou indicative au niveau du gouvernement, devait des grandes options pour l'organisation des élections. Le gouvernement n'a pas fait. Aujourd'hui, je félicite le nouveau leadership de la CENI, qui est, au moment où nous parlons, un atelier de planification. Quelque part. Et c'est cet atelier de planification, madame, ça va nous donner une idée globale sur le coût global des élections. Cette planification, qui est doublée, qui est planification en même temps stratégique et opérationnelle, va donner des indications claires pour dire
par où on doit commencer, où nous avons déjà accumulé le retard, comment répéter. C'est pour vous dire que les élections que nous allons commencer, nous avons déjà un retard. Parce que l'organisation des élections, ça s'est fait d'une façon cyclique, pas discontinue. C'est un petit retard ou un grand retard? C'est un grand retard, madame. Parce que quand nous, en tant que planificateur électoral, expert planificateur électoral, nous disons, vous demanderez à tous les planificateurs électoraux sérieux, ils disent que les élections devaient se faire dans une situation normale, on devait mettre les curseurs planificationnels et organisationnels en avril 2021 pour arriver en 24 janvier 2024, jour de prestation. Mais en avril 2021, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier. Comptez avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Le curseur électoral est en train de filer. Maintenant, quand on va organiser, la CENI est en train de faire une planification qui va nous donner le temps, qui va nous donner le coût, qui va nous donner les opérations à faire, et sectorielles et opérations globales. Madame, c'est un temps qui est déjà parti. Mais il y a possibilité de se rattraper? Oui, bien sûr. Il y a possibilité de se rattraper. À ce moment-là, on va recourir à ce qu'on appelle chemin critique des élections. Chemin critique, c'est-à-dire, vous allez rattraper les 5 mois, les 6 mois que vous avez fait. Or, dans ce studio, j'avais besoin d'une seule caméra, parce qu'on le fait normalement. Mais si on va le faire en retard, on aura besoin de 3 caméras et un conservateur. Et le coût maintenant, au lieu de payer un seul agent, vous allez payer maintenant 6 à 7 agents. Vous voyez le coût? À ce moment-là, ça va vous compliquer. Ça va compliquer, mais vous allez travailler maintenant des élections dans un temps compressé, le temps compressé. Or, une bonne planification ce que la CENI est en train de faire dans son atelier, devait nous faire gagner 3 choses. La première chose, c'est devait nous faire gagner le temps. Deuxième chose, ça va nous faire gagner l'argent pour que les élections puissent être moins coûteuses. Et troisième, ça va nous faire gagner l'efficacité ou bien la qualité des élections. Ces 3 éléments, si ça entre en ligne de compétence, planification de la CENI est en train de faire, ça va aussi croître la confiance et la crédibilité même des élections. Donc, nous sommes déjà en retard. Un retard considérable. Parce qu'aujourd'hui, la CENI est en train de faire une planification stratégique et opérationnelle. C'est bien. C'est ce boussole pour la CENI. C'est un outil d'évaluation. Par où commencer ces jeux? Mais madame, vous dites, on va commencer par ça demain. Vous avez les moyens? La CENI n'a pas pour les moyens financiers. La CENI n'a pas pour les moyens matériels. Est-ce que le gouvernement le gouvernement de son côté, ne tente pas de jouer à la montre? Le gouvernement, on ne sait pas. C'est le politique. À ce moment, c'est le politique. S'il y a cette volonté, parce que le politique, dans son narratif, a dit que nous devons aller aux élections. Nous devons aller aux élections. Est-ce que le gouvernement a déjà disponibilisé, tout à fait cessante, le moyen matériel, financier, logistique et humain pour disponibiliser au niveau de la Commission électorale nationale indépendante? Jusqu'à rien n'est encore fait. Nous sommes au mois de janvier. Le budget qui vient d'être promulgué par le chef de l'État et qui va entrer au mois d'avril, on n'a pas encore mis en mouvement le budget 2023. Et vous voyez tout ce retard, ça va avoir des répercussions. Maintenant, sur la capacité de la planification stratégique et opérationnelle que le nouveau leadership de la CENI est en train de faire dans son atelier, doit tenir compte de l'environnement risqué. Parce qu'on fait une planification, madame, vous devez tenir compte de l'environnement risqué de ce studio. Donc, tout se joue par là, la planification. Madame, c'est le boussole. Si vous n'avez pas de boussole, comment vous allez voler? Si vous n'avez pas de boussole, comment vous allez GPS, comment vous allez faire? Vous allez vous en pendant ce temps, il n'y a toujours pas de réforme de la loi électorale. Ma chère, ça va nous prendre. C'est là où je vous dis, nous avons un grand problème dans la planification. Parce que nous avons 4-5 grandes étapes. La première étape, c'est le fichier, la réforme électorale, qui doit nous prendre 100 jours. Et on n'a pas encore fait. La réforme, on a la loi électorale et d'autres législations électorales. C'est encore là. On n'a pas encore touché. Et nous allons passer aussi le fichier électoral. Pour enrôler les électeurs. Ça doit nous prendre 400 jours. Madame, vous prenez les dépôts de candidature pour le Sénat, élection de sénateurs, gouverneurs, ça va nous prendre 94 jours. Madame, vous allez prendre les dépôts de candidats présidents et députés nationaux. Ça va nous prendre 70 jours ou 70 jours. Et quand vous prenez aussi les commandes de déploiement de matériel, ça va nous prendre 223 jours. Madame, faites la sommation de temps de jours là.
Quand on va arriver à l'échéance 2023, est-ce qu'on sera en déplacement ou pas? Il y a un grand risque qui est... Madame, vous le constatez, vous le dites si bien, il y a un risque. C'est là où on dit à la CENI, comment gérer le risque? Ces risques, comment les gérer? Parce que nous nous trouvons dans un environnement risqué. Comment on peut les gérer? Et la capacité des managers en matière électorale, c'est d'avoir comment gérer le risque, de réduire le risque, le transformer en opportunité opérationnelle. Et il y aura des conséquences. Et c'est là où ça passe ou ça casse. Avec ce retard, madame, ça passe ou ça casse. Et maintenant, le comble, c'est quoi? C'est le politique va à ce moment déclarer. C'est la CENI. La CENI, non, madame. Vous n'allez pas regarder parce que ce retard incombe à toutes les parties prenantes au procès électoral. Le gouvernement de la République, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile et les partis politiques. Donc, tout ce retard. Mais nous avons parlé du fichier électoral qui vient de prendre 400 jours. Madame, est-ce que vous avez votre carte d'identité? Vous n'en avez pas. En tant qu'intellectuel, ne dites pas, oui, j'ai ma carte d'électeur, c'est une carte d'identité. Ça, non, c'est honteux de le dire. C'est honteux de le dire, madame. Parce que, qui dit la loi dit que un Congolais, Congolaise, toute personne possédant sa carte d'identité, pas pièce d'identité, carte d'identité. Et le leadership de la CENI, qui est de 2018, il a pris une décision irresponsable, irréfléchie, de dire que les élections de 2011-2018, c'était la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Oui, c'est bien beau. Mais madame, il fallait faire accompagner cette déclaration d'un soubassement juridique que nous appelons, à ce moment-là, la CENI d'hier, le leadership d'hier, qui s'est comporté en délinquance électorale pour devrait informer le pouvoir, le Premier ministre de prendre un décret pour faire de carte d'électeur en carte, un soubassement juridique, carte d'électeur faisant office de pièce d'identité. Madame, on ne l'a pas fait. Conséquence quoi, madame? Hier, j'espère que vous suivez, vous aimez aussi le foot. Hier, à la CAN, ça m'a fait mal au cœur. Quand on a vu toutes les équipes défiler, sauf la République. Les léopards n'étaient pas là. Madame, on devait être là. Mais on a été écarté. Pourquoi? À la dernière minute, par un comportement irresponsable de la CENI de 2018-2017. Pourquoi? Il y a eu un joueur, un Congolais, un compatriote, qui joue au Gabon. Congolais, il s'est fait enrôler ici, sa pièce d'identité, sa carte d'électeur. Et nous avons porté plainte auprès du tribunal. Merci beaucoup, madame. Je vois que vous avez quand même une connaissance en matière de foot. Et nous avons été convoqués à Genève par FIFA. On a dit Congolais, prouvez que Kanga c'est votre compatriote. Nous avons montré carte d'électeur et autres. Ok. Mais présentez aussi la carte d'identité de Kanga. Madame, notre équipe de la FECOFA a transpiré. Nous avons dit non, voilà la carte d'électeur. Non, carte d'électeur n'est pas carte d'identité. Pour pallier à cette situation. Non, écoute, madame, quand on a été ridiculisé, on a dit comme vous n'avez pas la carte d'identité, Kanga n'est pas un Congolais, Kanga c'est un Gabonais. Et on nous a débarqué. Vous voyez, un comportement irresponsable, une décision irréfléchie qui fait coûter des choses à la réputation, l'honneur d'une grande nation de football qui est la République démocratique du Congo. Et nous, les Congolais, on commence à suivre Cannes à travers la télé. Que vous les dites, hein. Madame, laissez, on a eu mal au cœur. Quand un responsable technique qui induit en erreur le pouvoir politique, de ne pas bien les conseiller, parce que la CENI, c'est du conseiller du gouvernement. Devait dire, ok, on fait ça, mais prenez un décret, le Premier ministre devait prendre des décrets, et la CENI était envoûtée ou bien piquée par quelle mouche, et la CENI d'hier, de 2016-2018, a fait perdre à la nation l'honneur et la réputation. Et dans d'autres domaines, dans le domaine financier, nous avons perdu à cause de ces comportements. C'est pour nous disons, 2023, nous devons aller avec notre carte d'identité. Et la carte d'identité pose problème. Les gens disent non, il faut faire un recensement administratif à vocation identification. C'est un recensement administratif. Et raccourci, madame, à ce moment-là, madame Cléopâtre, vous allez avoir votre carte d'identité. Qui va vous donner la carte d'identité? Ce n'est pas la CENI.
La CENI n'est pas habilitée à donner la pièce d'identité, c'est l'ONIP, Office national d'identification de la population, qui va vous faire cela. Parce qu'on a un fichier biométrique et numérique global, où la CENI va puiser les informations, où la personne qui va se faire enrôler, il va brandir ça à la CENI, et c'est pourquoi nous disons cette fois-ci, le nouveau leadership de la CENI ne doit pas commettre l'erreur, une bêtise commise, excusez-moi, c'est dur, mais ça nous a fait perdre l'honneur à la CAN de Cameroun. On met même bêtise pour dire non, on peut aller avec ça. Nous disons, nous, on doit mettre fin à cela pour qu'on doit faire une opération concomitante entre CENI et ONIP. CENI fait son travail de fichier électoral, ONIP fait son travail de doter les Congolais d'une carte d'identité. Et c'est tenable avant 2023? Oui, c'est faisable. Parce que pourquoi on dit administratif? Lors de la conférence nationale souveraine, madame, peut-être vous avez vu ça dans l'histoire, nous avons vécu ça. Nous étions là, nous étions experts à la conférence nationale souveraine. Nous avons dit que le recensement scientifique prend beaucoup de temps. Le recensement tel prend beaucoup de temps. Prenons le recensement administratif. À la conférence, nous avons dit RAPTA, c'est-à-dire à la conférence nationale, il faut avoir un recensement administratif de la population techniquement amélioré. Parce qu'on gagne en temps, en moyens financiers, matériels et en logistique, et le Congolais allait avoir sa carte d'identité. C'est depuis nous n'avons pas, c'est un peuple sans carte d'identité, sans repère. Et la repère, tout le monde se promène avec carte d'électeur, même s'il n'est pas congolais, il prétendait être congolais. Donc voilà l'handicap qu'on doit aller pour préparer sérieusement, minutieusement le rendez-vous de 2023 pour que ces élections. Il y a des questions très importantes avant d'y arriver. Ben si, et c'est pourquoi on va travailler ce qu'on appelle sur le chemin critique des élections. Le chemin critique, c'est quoi? Parce que vous avez abandonné le chemin normal des élections, de 1000 jours qu'on devait faire. Maintenant, vous prenez de raccourcis. Aucune opération peut avoir lieu sans que la première que vous avez déclenchée n'ait été clôturée. Et il faut maintenant suivre à pas chaque opération et on peut s'en sortir. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme réforme ou innovation dans la loi électorale? Oui, la loi électorale d'hier, c'est-à-dire celle qui a eu des députés à l'Assemblée nationale, c'est une loi électorale qui a été basée sur l'immoralité. L'immoralité électorale. Comment voulez-vous, Madame Cléopâtre, votre papa candidat député national, en même temps candidat sénateur, en même temps candidat gouverneur, candidat député provincial, et il gagne à toutes les étapes. Quand il gagne à toutes les étapes, il va prendre deuxième position, deuxième c'est sa femme, c'est son fils, sa nièce, ainsi de suite. Et on les aligne dans tous les instants de prise de décision. Nous nous trouvons devant les assemblées provinciales, devant l'Assemblée nationale, devant le gouvernement provincial, de gouvernement à connotation familiale. Non, c'est un non-sens. Donc, dans cette innovation que nous voulons la loi électorale pour les élections 2023, nous voulons que cette loi électorale, qu'on puisse pas être candidat au même scrutin à différents états. On doit mettre ça de côté. Et nous prenons aussi la question du seuil. On doit voir quelqu'un qui a 3000 voix et l'autre qui a 500 voix, c'est celui-là qui passe. On doit rectifier le seuil. On doit voir le seuil, ça va répondre à quel environnement électoral. Et nous allons voir aussi quelle technologie électorale allons-nous utiliser en 2023. On nous avait gobé la machine à voter. C'est une technologie électorale de pointe, madame. Mais elle a été politisée. Politisée par la CENI qui a commandé, parce que la CENI qui a commandé la machine à voter était incapable de donner le contenu technique opérationnel de cet outil-là. Et la CENI a titubé dans la dénomination de cet outil. Et parce que la CENI était aussi plongée dans la magouille financière des opérations de marché de gré à gré. Et c'est pourquoi il s'était perdu de rendre cet outil important. Parce que quand il y a eu contentieux électoraux ici, madame, la CENI était incapable de donner les résultats physiques. On a traduit les résultats électronique. Oh, que disait la loi organique, la loi électorale. Il faut, c'est dans le premier cas, on doit se baser sur le résultat physique. Mais non, on vous envoie les résultats envoyés par clé USB, on vous dit voilà, c'est ce que le Seigneur. Mais maintenant, vous allez contester
avec le groupe se trouve le physique et la CENI. Parce que la CENI n'a pas publié le résultat bureau de vote par bureau de vote. Il a fait ce que nous appelons un banditisme électoral ou bien terrorisme électoral dans le bureau de vote, qui n'a pas respecté les normes et la procédure. Parce que la CENI s'est cachée, non, il n'y a pas aucune disposition légale qui dit qu'elle doit afficher le résultat bureau par bureau de vote. Mais où résiderait la notion de transparence? La transparence, c'est donner l'information réelle, que chacun puisse filmer, que tel candidat... Non, c'est là où la CENI avait péché par une certaine irresponsabilité. Vous êtes pour l'usage de la machine à voter, mais à quelles conditions? Mais ça peut être appelé machine à voter, ou je suis pour la technologie électorale. La technologie électorale peut recourir soit à la machine à voter, ou soit à une autre appellation, de sorte qu'on puisse s'en sortir. C'est l'appellation qui pose problème? Non, l'appellation a été politisée. Vous voulez qu'on change d'appellation? Non, pas la politique, non. Qu'on puisse maintenant réglementer. Parce que dans la loi électorale, on avait dit que pour le scrutin de 2018-2019, on doit recourir au vote mécanique et pas la machine à voter. Était suspendu. Mais qu'on puisse le dire maintenant clairement que pour les élections 2023, nous allons recourir à deux sources de vérification, le physique et l'électronique. À ce moment-là, vous allez devant le juge électoral, vous dites, je vais vous contester, madame, que vous n'avez pas gagné ce mois. Sur base de quoi? J'amène mes résultats physiques, j'amène les résultats électroniques, et le juge électoral va juger et va décider en âme et conscience, pour ne pas donc donner encore l'occasion à notre juridiction électorale, qui est Cour constitutionnelle, qui a fabriqué aussi ses députés, qui a fabriqué, qui était vraiment inacceptable dans l'opinion du Congolais. Et que les députés ont été fabriqués à deux niveaux. Au niveau de la CENI, on a fabriqué, c'est ça l'opinion, c'est que l'opinion raconte. Les députés qui n'avaient pas gagné dans le bureau de vote, la CENI les a fabriqués, la CENI de 2018, et le député qui n'était pas élu, ni envoyé ni par la CENI, la Cour constitutionnelle a fait aussi sa liste. Nous avons suivi un grand professeur d'université que je respecte ici bien, très bien, je me permets de citer parce qu'il est passé sur la place publique, professeur Théophile Mbemba. Il a dit qu'il était sur la liste, il avait gagné. Mais son parti a envoyé son nom, il a mis de côté, il a envoyé l'autre nom à la Cour constitutionnelle. Et Cour constitutionnelle a dit, celui qui a gagné c'est tel et non professeur Théophile Mbemba. Et quand la décision de Cour constitutionnelle est rendue, c'est comme l'évangile ou la Bible, nous disons Amen. On dit Amen avec beaucoup de frustration, avec beaucoup de rancœur. Et vous voyez, immoralité, l'autre aspect c'est quoi? Le juge électoral congolais devait être formé en droit électoral. Parce que le droit électoral, c'est une science récente. Que nos juges que nous avons à la Cour constitutionnelle n'ont pas fait ça à leur université. Lors des élections de 2006, madame, je suis monté en Europe, aux États-Unis, pour faire les plaidoyers de sorte qu'on puisse former nos juges, ou renforcer, parce qu'on peut pas former, ils ont peur des termes formés, de grands messieurs, qu'on puisse renforcer la capacité de nos juges électoraux en droit électoral. Et c'est ce qui a été fait en 2006. Mais les élections de 2011, ça n'a pas été le cas parce que ceux qui étaient formés par nos partenaires de l'Union européenne étaient envoyés à la retraite. Il restait quelques deux ou trois. Les deux étaient maladifs et il restait un seul juge. Et jusque-là, on n'avait pas encore formé nos juges en droit électoral. Donc, cette catastrophe, c'est quoi? Le renforcement des capacités des juges. En droit. Les juges, devront en prendre en considération en 2023. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est pour encadrer 2023. 2023, c'est quoi? Quand on fait la planification, madame, c'est pour voir quelles ont été les faiblesses, les forces et faiblesses des cycles électoraux précédents. 2006. Mais en termes de coût, ça ne va pas déranger. En termes de coût. Coût de quoi? Formation? La formation n'a rien à voir. Elle est gratuite? Non. La formation, ce sont des partenaires qui viennent. C'est un atelier. C'est comme la CENI est un atelier quelque part. On vous met ici une semaine. Ma chère, c'est comme vous, les journalistes. On dit on va former les journalistes politiques CD en matière électorale. On vous forme pendant 6 mois, pendant 6 jours, 5 jours. Vous êtes intellectuel, vous notez. Vous savez comment faire le reportage des opérations électorales. Vous n'allez pas raconter tout ce que vous allez raconter, de ce que vous avez eu à l'UFASIC. Non. Là, vous êtes sur un canot, sur des canaux appropriés. C'est comme le juge. Parce que les juges vont maîtriser le droit constitutionnel, le droit classique, le droit comparé et autres, mais pas le droit électoral. C'est là où il faut les outiller. Pour que quand il va rendre, il la capacité de procéder à l'ouverture des plis électoraux.
Comment ouvrir les plis électoraux quand ça vient des centres de compilation? Vous, si vous n'êtes pas outillé à cela, vous allez vous embrouiller. C'est pourquoi les juges, la Cour constitutionnelle, parfois, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas été formés en droit électoral, ils n'ont pas été recyclés en droit électoral, ils ont commis des bévues qu'ils ont commis, qui ont rendu d'autres candidats. Vous avez vu les candidats députés passer la nuit là-bas, sur des nattes là-bas, à la Cour constitutionnelle, et la Cour qui se rebiffe, il dit maintenant, prenons ça, on va faire ça. C'était du désordre électoral indescriptible. C'est pour nous qu'ils ont 2023, nous devons être trop sévères, trop regardants pour qu'on ne puisse pas commettre de mêmes erreurs au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de ceux qui vont contester les résultats lors du contentieux électoral. Alors, comment augmenter les pourcentages de femmes élues en 2023? On n'augmente pas le pourcentage de femmes, c'est les femmes elles-mêmes qui augmentent. C'est les femmes elles-mêmes. C'est la femme elle-même. Oui, le conseil, c'est quand la femme elle-même va prendre conscience qu'elle est une force, elle a une capacité de faire le jeu politique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner les élections, il faut aller sur deux composantes. Composante femme et composante jeunesse. Si vous avez les deux composantes, ok. Mais quand la femme elle-même est déjà divisée, quand la femme elle-même qui devait se rendre compte qu'elle a une force, quand elle prend son pagne et l'étale pour qu'un homme puisse marcher là-dessus, c'est la femme même qui prend son pagne, qui suit la sueur d'un candidat, mais c'est la femme elle-même qui fait chantre. Si vous allez le dire, elle ne va plus vous écouter. Si une femme là dit, Madame Global est candidat, il a dit non, moi je ne sais pas pour la gérer. Mais quel défi devront-elles leur élever elles-mêmes? La femme doit être le défi, c'est qu'elle ait une force. Il doit s'emparer d'autres pesanteurs, d'influence, de son complexe d'infériorité, son complexe. Parce que c'est tout d'abord, c'est l'homme qui doit faire ceci, c'est l'homme qui doit faire cela, ainsi de suite. Partant de ce complexe, la femme peut se surpasser, la femme peut s'imposer, la femme peut faire, peut former, donc, peut fabriquer de rois, et pourquoi pas des reines au niveau, lors des élections. Alors, tout à l'heure et même récemment, vous avez alerté sur les retards accumulés dans les préparatifs des élections. Vous avez notamment évoqué les risques d'organiser les scrutins à 2 fois plus cher. Comment expliquez-vous brièvement cela? Mais c'est le coût, ma chère. Les élections nous coûtent cher. Sous notre ciel, les élections n'allaient pas nous coûter cher. Ce qui nous fait quoi? Le grand problème, c'est quoi, madame? C'est depuis 1984 que le feu commissaire d'État, premier commissaire d'État Moulombelo, que j'avais organisé le recensement scientifique dans ce pays. On ne se connaissait pas. Mais si on avait déjà l'état civil, parce que quand on est l'enfant, aller pour faire enregistrer l'enfant à la commune, on ne fait pas. Nous n'avons pas cette culture, l'état civil. Registre d'état civil. On doit faire identifier. Les 400 jours ici qui vont nous prendre pour le fichier électoral. Si on avait déjà un registre d'état civil bien tenu, madame, on n'allait pas faire les 400 jours. Vous savez combien de millions ça va nous coûter là-bas, sur les 400 jours? Combien de millions? Combien de millions, ma chère? Des millions. Nous avons chiffré, c'est beaucoup de millions. Ça va nous coûter pas moins de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars pour le fichier électoral. Si on avait ce fichier-là, si on avait déjà cet aspect des choses, ma chère, les élections allaient être moins coûteuses. Mais on doit mettre ça. Et dans le fichier électoral, les machines, ceux qui vont importer, il y a maintenant un réseau mafieux. Chaque fournisseur veut venir avec sa technologie pour dire c'est moi qui dois gagner ces marchés. Il y a des marchés qui vont se donner des grades. Et ça va nous coûter beaucoup d'argent. Que faire? C'est le temps qu'on devrait capitaliser le temps pour mener les opérations de commande. Quand nous allons mettre 223 jours pour commander le matériel, le déployer et les conditionner, madame, ça va nous prendre quoi? Pourquoi nous devons recourir à importer les urnes qui viennent là-bas? Oh, nous avons du bois, nous avons du carton, nous pouvons fabriquer nos urnes à nous, avec nos plastiques. Pourquoi on refuse ça? Nous sommes, oui, d'organiser les élections avec un montant ou avec beaucoup d'argent. Les cycles passés, il a été organisé avec environ 1 milliard de dollars américains, c'est pas plus. Que faire pour rationaliser les élections? Mais c'est ce que je suis en train de décrire. On importe les cartons pour fabriquer les urnes. On importe de trucs comme isoloir, des cartons pour isoloir. On importe l'encre indélébile. L'encre indélébile est fabriquée par qui? Nous avons l'université, l'université de Kinshasa, faculté des sciences, biochimie. On nous fabrique ça, ma chère. On ne va pas passer de commande pour encre indélébile.
Nos universités sont capables de nous le fabriquer, de nous envoyer ça. Nous utilisons sous d'autres cieux. Là où j'ai été comme observateur électoral international, madame, j'ai vu ce pays-là organisé avec leur matériel local. Et nous, parce qu'il y a une question d'intérêt, des commissions, des réseaux mafieux, nous devons commander. Nous devons commander même les cartons, même le bois. Nous devons le commander là-bas et ça vient l'encre indélébile, nous devons commander. Or, si nous allons dire, en ce qui concerne le bulletin de vote, nous allons utiliser notre hôtel de monnaie qui est capable aussi de produire les imprimés de valeur. Hôtel de monnaie ici, capable de le faire. Mais si on s'y prend à temps, on confie ce marché à l'hôtel de monnaie, faites-nous imprimer, faites-nous les imprimés de valeur pour la transparence. Parti politique, vous nous donnez les témoins, les gens qui doivent être affectés là-bas, donner les gens, ça commande, on suit la production de ce bulletin de vote. Madame, nous allons réduire le coût. Nous allons réduire le coût de nos élections. Mais parce que nous nous trouvons dans un cercle vicieux. Mais il y a aussi un autre problème. Qui finance les élections? C'est le pays qui finance les élections. Les ans 2006 étaient financés à 98% par la communauté internationale. 2011, c'était moins communauté internationale. Mais 2018-2019, c'est la République démocratique du Congo qui a financé elle-même ces élections. En utilisant les enjeux de militaires et autres, les élections ont eu lieu. Mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas l'apport de la communauté internationale. Nous sommes membres de la communauté internationale. L'apport de la communauté internationale peut être secondaire. Faut-il recourir à l'aide financière extérieure? Oui, pourquoi pas, on peut recourir, mais sous d'autres cieux qui sont, d'autres pays qui sont jaloux de leur souveraineté, ils ne peuvent pas recourir, gestionner le monde, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Quand vous voyez même certains pays africains refusent de recourir au financement extérieur parce qu'ils sont jaloux de leur souveraineté. L'organisation des extérieurs rêve de la souveraineté d'un État. Mais cette fois-ci, il y a nécessité de recourir. Oui, on va le faire. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Il y a possibilité d'organiser les élections sans aide extérieure. Mais nous l'avons fait en 2018. Je parle de 2023. Non, 2023, il y a déjà le porte qui commence à s'ouvrir. Les partenaires commencent à dire ils vont venir. Nous avons dit soyez bienvenus. Le porte commence à s'ouvrir. De là, il y a déjà notre atelier que nous faisons, que la CENI est en train de faire, est financé par les partenaires américains, USAID, AFS et autres. C'est notre atelier à nous. Donc, on ne peut pas refuser l'apport des partenaires extérieurs. On est dans les conditions qui sont les nôtres, dans l'environnement risqué qui est actuel de 2023. On ne peut pas, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de mobiliser, nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo, nous n'avons pas la capacité de mobiliser les moyens financiers pour être au rendez-vous de 2023. Parce que nous sommes en train encore de tituber au niveau du point de vue planificationnel des opérations électorales et des secondes. Tout à l'heure, on a parlé du recensement, mais on entend de moins en moins le gouvernement parler de cette opération. Est-ce que ces projets sont toujours tenables? Oui, nous avons suivi le Premier ministre qui avait mis sur pied une commission interministérielle qui avait réuni le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique, le ministère du Plan, qui avait organisé aussi ONIP et la CENI, cette commission interministérielle devait avoir un cahier de charges, mais jusque-là, il y a silence. Il semblerait qu'il y a silence radio, et cela ne puisse pas empêcher les organisations habilitées à faire ça. C'est-à-dire, ils ont fait à l'ONIP, ils ont fait à la CENI, de commencer déjà les préparatifs. Comment y aller? Parce que ce que le ministère du Plan va faire, c'est son recensement scientifique. Scientifique va nous prendre autant, qu'il y aura un poids de questionnaire un peu plus volumineux. Mais nous, ce qui nous intéresse, à l'heure qu'il est, au regard du temps qui nous reste, c'est un recensement administratif numérique, à vision identification. Ce recensement administratif à vision identification de la population, c'est l'ONIP qui peut le faire en peu de temps, avec un peu de moyens pour qu'on puisse nous doter des cartes d'électeurs. Mais là aussi, c'est là où il y a aussi, les gens se donnent de coups. Parce qu'il y a des marchés là-bas. Il y a les autres, c'est pas ONIP, c'est tel ministère. Parce qu'il y a question de commission, etc. Non, on ne doit pas sacrifier l'intérêt majeur du pays sur l'autel des commissions et des intérêts. On dit non, tel vous êtes capable, prenez, ONIP, allez de l'avant, faites-nous produire le résultat. Celui qui est capable, c'est l'ONIP.
Point barre. Pas selon moi, mais selon les textes de la loi. Parce que la loi, le pays, on a confié, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est un service du ministère de l'Intérieur de la République, à qui on a donné, on a fait comme une institution spécialisée à organisation, à identification de la population. Parce qu'attention, l'identification de la population, c'est un problème de haute stratégie. Si vous donnez ça à un étranger, un pays étranger, il peut vous avoir vos données biométriques et vous êtes foutu. Donc, il faut avoir une capacité de ça, parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle la guerre des cyberattaques et cyberespionnage, ainsi de suite. On peut nous voler toutes les données s'il n'y a pas de garantie. Si on confie ça à un organisme étranger, il va nous voler toutes les données et nous en tant que nation, nous serons vraiment exposés à des menaces qui peuvent venir de tout part. Alors, quand est-ce que vous, en tant que composante de la société civile, vous allez amorcer le rôle de l'éducation civique électorale? L'éducation civique électorale, c'est le vécu quotidien, comme disait Émile de Jean-Jacques Rousseau. Il disait à son père, toute ma vie est une école, du berceau au tombeau, éduque-moi. Donc, l'éducation civique, ça se fait chaque jour. Toute organisation de la société civile mène toujours des actions d'éducation civique. Bien même, ne sont pas appuyés par que ce soit. Ils le font de façon volontariste. Mais vous le faites déjà? Nous le faisons. Chaque jour, nous le faisons. Les émissions que nous produisons avec vous, ça donne des indications. Ça ouvre les oreilles. Ça ouvre les yeux des uns et des autres. Pour dire, qu'a dit cet homme de la société civile? Quelle information il donne? Parce que nous donnons une information désintéressée. Mais ce qui fait défaut à l'éducation civique de la société civile, c'est manque de moyens. Manque de moyens. Notre gouvernement de la République n'a pas encore eu cette approche d'appuyer la société civile. Lors des élections 2018-2019, l'ancien leadership de la CENI avait prévu, il y avait l'argent qui était resté au niveau de gain de la machine à voter. Il y avait suffisamment d'argent et qui était clairement dit, sorti de la bouche de la CENI, d'hier, qu'une partie, on va affecter à l'éducation civique. Et cet argent n'a pas été affecté à l'éducation civique. Vous voulez un appui pour les faire? Vous voulez un appui pour mais toute éducation, tout accompagnement, ça, on a besoin d'un appui, ma chère. On a besoin d'un appui. Et pourquoi CENI doit recourir à la communauté internationale pour avoir des moyens? Pourquoi la CENI doit recourir au gouvernement pour avoir des moyens? Et toute action a besoin d'un appui. Et notre appui viendrait d'où? Viendrait de notre gouvernement, mais qui semblerait être désintéressé. Notre appui viendrait d'où? De nos partenaires techniques et financiers, la communauté internationale. Mais la communauté internationale semble maintenant être un peu désintéressée de nous appuyer, de dire ça relève de compétences de votre gouvernement. Or, notre gouvernement n'a pas encore la culture de financer ce. Nous sommes en train de chuter déjà, avec toutes les critiques déjà enregistrées en rapport avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Que faut-il faire pour éviter des contestations de résultats des élections? Ce qu'il faut faire, madame, je vous ai dit que ça doit se faire au niveau de la planification. Quand on fait une bonne planification, comme ils sont en train de faire la planification stratégique et opérationnelle, ils doivent tenir compte que dans la planification, ils doivent faire ressortir des grandes idées. Les grandes idées qui vont faire gagner le peuple congolais le temps pour les élections, qu'on ne puisse pas aller au-delà de 2023. Ça doit nous faire gagner le moyen financier pour que nos élections ne puissent plus encore, vous avez un chiffre des milliards des élections précédentes, ça m'a fait froid au cœur, que nos élections ne puissent pas encore coûter plus de milliards de dollars, et on doit gagner l'efficacité, c'est-à-dire la qualité, parce que les élections 2018, 2006, 2011, 2018, 2019 ici, ont perdu en qualité. Les gens, les Congolais ne passent plus aux élections. Ça risquerait encore d'être une firme minorité de la population qui se rendrait aux urnes. Mais c'est pour nous disons, si on gagne les trois éléments, ça va nous faire la crédibilité des élections. La confiance, on va reconstruire la confiance et autres. Et tout ce qu'on raconte à propos de la CENI fait ceci, son président, son secrétaire exécutif national fait ça. Non, ça va confondre et tout le monde à l'unisson, nous allons nous approprier. C'est là nous disons, nous allons nous approprier des opérations électorales. Parce que les élections, ce sont les nôtres. C'est nous qui les faisons. On ne le fait pas pour nous. La CENI ne fait pas les élections pour nous. La CENI fait les élections avec nous. Parce que vous faites les élections avec nous, nous devons être au courant de tout dérapage ou bien toute évolution. C'est la communication marcheuse. C'est la communication qui est la source de la transparence. Quand vous communiquez ce que vous faites,
Vous communiquez ce que vous faites. Quand vous planifiez, c'est que vous faites, vous planifiez votre réussite. Mais quand vous ne planifiez pas, vous planifiez votre échec. Donc, c'est comme ça les choses, madame. C'est comme ça qu'on doit s'en sortir. Que 2023, nous devons le jurer, puisse être différente de 2011. Des 3 cycles électoraux précédents, que 2023, celui qui a gagné dit, effectivement, j'ai gagné. Je n'ai pas gagné grâce à la CENI. Je n'ai pas gagné grâce à la Cour constitutionnelle. J'ai gagné parce que la population a fait confiance en moi. Alors, quelles recommandations avez-vous à l'endroit du gouvernement pour la réussite des élections de 2020? Je demande au gouvernement de la République, tout à fait cessante, vous avez manifesté votre volonté d'aller aux élections. Je commence par le président de la République, qui ne cesse jamais de le répéter et de témoigner, de manifester son engagement d'aller aux élections 2023. Ça, c'était un message, mais aussi, il faut qu'on puisse matérialiser cette volonté d'aller aux élections 2023. La matérialisation de cette volonté du gouvernement de la République, du président de la République, c'est de disponibiliser tout à fait cessante le moyen financier, le moyen matériel, le moyen logistique, le moyen humain de mettre à la disposition de la CENI. Parce que la CENI, nous avons l'expertise là-bas. Nous avons des techniciens, nous avons des grands évaluateurs qui sont là, qui vont faire le travail. Mais qu'on ne puisse pas le faire en dernière minute, dans la précipitation. À ce moment-là, c'est la CENI qui sera victime. Pour dire c'est la CENI qui est à la base. En oubliant que tout le monde est à la base, soit de la réussite, du processus électoral, soit de débâcle électoral de 2023 et qui pourrait nous faire glisser au-delà de 2023, ce que nous ne pouvons pas souhaiter. Voilà, un mot pour clôturer. Un mot que je dis, je donne bonne chance au nouveau leadership de la Commission électorale indépendante, à son président et à son secrétaire exécutif, à son rapporteur, à son vice-président et à toute l'équipe, la CENI, qu'ils puissent se surpasser parce que la capacité managériale des opérations électorales dans un environnement risqué, dans un environnement pollué que le nôtre, aujourd'hui, ça doit faire la différence. La différence dans leur capacité de relancer, je demande à la CENI, le cadre de concertation avec le parti politique pour qu'il y ait un dialogue, une tribune d'échange permanente entre les uns et les autres, de sorte qu'on puisse élucider le malentendu. À ce moment-là, nous aurons une CENI qui a la confiance, une CENI qui va jurer la crédibilité, une CENI qui va faire la différence des cycles électoraux précédents. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, je vous remercie. Objectif 2023 de ce jour est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.